Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 1er janvier et je vous souhaite une très bonne année 2024. Comme l'année dernière, je suis ravie d'ouvrir un nouveau vlog un 1er janvier. Je m'étais fixé ça pour objectif l'année dernière et je me le suis refixé cette année parce que je trouve que c'est très bien. On part sur une nouvelle année, sur une nouvelle semaine surtout. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et nous, on se retrouve encore pour un vlog, pour un premier vlog de l'année où j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, je vais commencer par mon bilan 2023 que je n'ai toujours pas eu le temps de filmer. J'espère vraiment arriver à le filmer cette semaine pour vous le poster, on va dire, avant le 15 janvier parce que voilà, bon, ça serait quand même beaucoup mieux. Mais je vous avoue que cette semaine, j'étais en vacances et que j'avais d'autres priorités, que quand j'avais un peu de temps, oui, j'ai préféré l'accorder à la lecture ou à d'autres choses, notamment chez moi, plutôt que de faire ça, parce que ça nécessite quand même pas mal de préparation, quoi. C'est pas un blog, il faut que je ressorte tous les livres de ma bibliothèque, enfin bon, voilà. Sinon, on va tout d'abord commencer par mes deux dernières lectures de l'année. Donc, qui sont celles-ci. Alors, L'héritage d'Esmeralda de Soraya Lane, apparaître aux éditions City le 3 janvier. Donc, quand je vous ai quitté, je crois, la semaine dernière, j'étais en train de le lire. Je l'ai terminé dans la foulée, je crois, le jour même où j'ai clôturé où je vous ai fait le petit vlog de la semaine dernière. Et très honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, beaucoup plus que le premier. Je trouve qu'il était quand même un peu plus... il m'a plus plu. Alors je pense que c'est surtout le dépaysement et l'exotisme de Cuba qui m'a totalement envoûtée. Mais encore une fois, je maintiens que voilà, c'est des histoires qui pourraient être 10 fois plus approfondies que ça. J'ai trouvé qu'il y avait quelques facilités dans le dénouement, mais après, vraiment en toute honnêteté, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Claudia qui part sur les traces, donc faite sur le passé de sa grand-mère qui vient de décéder, grâce à cette petite boîte qu'elle a récupérée à Hop House. Alors je vous en avais déjà pas mal parlé, je pense, mais je vais vous faire un petit récap. Donc en fait, cette saga, c'est le départ, en fait, c'est toujours Hop House. Donc Hop House, c'est une ancienne maison qui accueillait des jeunes femmes en position un petit peu inconfortable, donc dans les années 50, qui étaient enceintes et n'avaient pas pas de papa, pas de famille, enfin bon, voilà, c'était des situations inconfortables et elle faisait souvent adopter les bébés ou elle aidait ces jeunes femmes, en fait, à démarrer. Là, il se trouve que donc, on va suivre Claudia, qui est la petite fille d'une de ces femmes qui est née à Hop House. Elle va récupérer une petite boîte avec dedans des indices pour partir sur les traces de son passé que la maman a laissé. Donc, il y a une armoirie, oui, je crois que c'est comme ça que ça dit, une armoirie et une carte de visite. Donc il se trouve que ces armoiries vont la conduire à Cuba, vont la conduire à Cuba sur les traces de la famille Diaz qui était à l'époque, donc avant la prise de pouvoir de Fidel Castro, qui était une des plus grosses familles de Cuba. Alors, j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, on a une double temporalité. On va suivre Claudia de nos jours, entre Londres et Cuba. Et on va également suivre Esmeralda dans les années 50, pareil, entre Londres et Cuba. Donc, j'ai beaucoup aimé m'immerger dans cette famille, dans les coutumes de l'époque, puisque voilà, la femme avait une position, vraiment, c'est là qu'on voit que la position de la femme était quand même assez complexe, puisqu'elle ne décidait de rien au final, hein. C'était son père qui décidait avec qui elle allait se marier, qui décidait ce qu'elle faisait. Ben voilà, donc je suis toujours choquée, parce que c'est pas si loin que ça, finalement, les années 50, voilà, c'est pas ultra loin. Donc voilà, on va suivre cette histoire. L'histoire à Cuba avec Claudia de nos jours est juste super. J'ai adoré, vraiment, il y a une super romance dedans. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette romance. Donc, même si vous n'avez pas lu, alors bien évidemment, je vous conseillerais de les lire dans l'ordre, puisque c'est une saga qui, entre guillemets, s'apparente un peu comme la saga des 7 sœurs, sauf que là, les femmes n'ont pas de lien. Donc, si vous ne les lisez pas dans l'ordre, et si vous ne les lisez pas tous, je ne pense pas que ça vous enlève quelque chose. Très honnêtement, celui-là, voilà, comme je vous dis, moi j'ai largement préféré à celui de l'année dernière qui était
L'héritage d'Asté. Voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien, la plume est très fluide, même si ça manque un petit peu, comme je dis, de profondeur, ça va, ça reste une lecture très très agréable. Alors ensuite j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui était dans ma palle depuis à peu près un mois je crois, que j'avais acheté au vu de toute la hype que j'ai vu passer, notamment par rapport à Aurélie du Conte Mon Jardin Littéraire, qui m'en avait vanté quand même pas mal les qualités. Alors je n'avais jamais lu Morgane Moncomble, donc on est d'accord, c'est la New Romance, donc c'est paru chez Hugo New Romance, donc je n'avais jamais lu cet auteur. Je crois même pas, très honnêtement, je pense que j'en ai même pas un seul dans ma palle de Morgane Moncomble. Bon après c'est pas très grave, hein, ça arrive, il faut découvrir à un moment donné. Alors... Là, on va être sur une romance suspense qui a vraiment des airs de thriller, de chasse aux secrets, de chasse aux énigmes. Alors, on va suivre Camélia et Lou. Alors, Lou, en fait, donc, ils font... Il y a un... Alors, je suis en train de m'embrouiller, ça y est, je redis n'importe quoi. Donc, on va suivre Camélia et Lou. Alors, Camélia a été harcelée par la bande à Lou, en fait, ils étaient une bande de 4 ou 5, je crois, où il y avait donc Lou, Rory, son frère jumeau qui s'appelle, je ne sais plus comment, Alastair, son frère jumeau, plus la copine de Rory, plus un autre, Gideon. Donc, ils étaient 5 à peu près. Et Camélia a été vraiment victime de harcèlement dans sa jeunesse par cette bande de personnes. Donc on comprend les tenants et les aboutissants au fur et à mesure de la lecture. Après, je ne veux pas trop vous en dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très sombre. On est dans un style un petit peu dark academia, avec un esprit de vengeance de fou. Il va y avoir une enquête parce que Rory meurt et c'est Lou qui est accusé et qui va se retrouver en prison. Sauf que désormais, Camélia est avocate. Et que c'est elle qui va être en charge du dossier de Lou pour le défendre. Sauf qu'il se déteste, enfin elle le déteste, mais au plus haut point, parce qu'il lui a flingué sa jeunesse en fait, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils lui ont fait subir en fait. Et vraiment, alors même si vous n'êtes pas accro de romance, si vous n'aimez pas forcément trop les romances, vraiment je vous le conseille parce que il y a un suspense de dingue, il y a une ambiance qui est sombre, malsaine, malaisante, brumeuse. Vraiment, on est dans un truc, on est dans des relations toxiques à la mort. Ben, je veux pas trop vous en dire parce que très sincèrement, j'en savais pas beaucoup avant d'ouvrir ce livre et j'étais contente de découvrir parce que je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, je m'attendais absolument pas à ça. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que y a une intrigue de fou jusqu'à la fin. Alors je vous avoue que j'avais vu venir assez rapidement certaines choses. Mais ça m'a pas du tout gâché ma lecture parce que j'ai tellement aimé ces rapports malsains. Ouais, c'est bizarre de dire ça, mais je crois que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre en fait. C'est que c'est très... c'est hyper toxique en fait, il n'y a rien de... La romance entre Camélia et Lou est toxique à la mort. Vraiment, c'est très toxique. Elle le déteste, lui... Ben, en fait, on va apprendre des choses que, en vrai, elle lui plaît depuis toujours. Mais il a fait tout ça pour certaines raisons que je ne veux pas vous dévoiler là. Mais voilà, on sent que c'est hyper tendu entre eux. Il y a une tension qui monte crescendo. On est sur un slow burn qui va monter vraiment en pression. Et j'ai adoré. Je suis en train de me réconcilier vraiment avec les slow burn qui n'étaient pas ma tasse de thé, qui étaient vraiment pas ma tasse de thé. Mais en fait, quand c'est des livres comme ça, où on est sur des relations ultra toxiques, où c'est hyper brumeux, là vraiment, on est vraiment dans une ambiance dark academia qui fait que j'ai adoré. Vous le savez, j'aime trop ce style de roman. Et là, du coup, j'ai tout trouvé. Donc j'ai vraiment aimé cette enquête. C'est parce que c'est une enquête, au final, remplie d'énigmes et de jeux et de choses comme ça, d'anagrammes, de devinettes. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve que l'auteur, j'avais jamais lu Morgane Moncomble, mais je trouve que vraiment, waouh quoi, j'ai été bluffée. Je m'attendais pas du tout à ça. Et là, il y a le deuxième tome qui sort le 3 janvier. Donc le deuxième tome, c'est Un hiver
pour te résister. Donc c'est l'histoire de Lily. Donc Lily qui est une des copines de Camélia. Donc d'après ce que j'ai compris, on va avoir 4 tomes et chacune, voilà, Nola, Jasmine. Donc en fait elles sont 4 copines, Lily, Camélia, Nola et Jasmine. Voilà, j'aime beaucoup moi ce genre de série où au fur et à mesure en fait on revoit les anciens, on les retrouve, enfin bon voilà. En tout cas si vous cherchez une romance suspense, allez-y, foncez parce que celle-là elle est absolument géniale. Alors sinon, bah, bien évidemment on est le 1er janvier. Il est temps bien évidemment de faire un petit bilan du mois passé. Donc au mois de décembre, j'ai lu 15 livres. Alors je suis contente parce que j'ai lu beaucoup de livres en version brochée. Donc ça veut dire que j'ai acheté et lu derrière. Je ne les ai pas entre guillemets laissés... voilà, je ne les ai pas achetés pour les laisser dans un coin. Alors après je vous avoue, j'ai pas pris mon tableau sur moi, j'ai pas pensé, mais bon c'est pas très grave. Je vais trier rapidement. Alors déjà... je vais vous reparler de celui-ci qui est La fille de l'illusionniste d'Amita Parikh, à paraître aux éditions Faubourg Marigny le 10 janvier. Je vous avais dit que je vous en reparlerai un petit peu. Donc je me sers de mon bilan en fait du mois de décembre pour vous en reparler. Donc allez-y, foncez, c'est un très joli roman d'apprentissage qui va nous faire balader, parce qu'on va monter à bord du Cirque des Merveilles à travers l'Europe et surtout l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc comme je vous le disais, je me suis très rapidement attachée au personnage principal qui est le personnage de Lina, qui est au départ une petite fille et on va grandir avec elle et ça j'aime beaucoup ce genre de roman, comme j'avais beaucoup aimé Tant de nuances de pluie où on suivait, je sais plus son prénom, j'ai oublié mais j'ai trop de choses dans la tête. Bon, enfin voilà, c'est vraiment le même truc. Après c'est pas un destin aussi tragique, bien que quand même elle va quand même avoir pas mal de choses de pas très cool. Mais voilà, je vous le recommande. Allez-y, foncez. Alors, ensuite, j'ai lu pas mal de romances ce mois-ci. Donc, ben, j'ai lu celle-ci, mais je vais pas vous en reparler, puisque il n'y a pas trop d'intérêt. J'ai lu pas mal, non pas tant que ça, en fait, au final de romances. Ah si, quand même. Si, quand même. Alors, en romance, j'ai lu la suite de Plus jamais de Colleen Hoover que j'avais adoré. Et puis voilà, l'objet du livre il est juste dingue, il est trop beau. Donc c'était voilà, absolument génial. Ensuite, j'avais lu Un cottage pour deux de Josie Silver aux éditions Charleston. Donc là, on est plutôt sur une histoire d'amour, une histoire de quête de soi. On est sur quelque chose de très beau. Moi j'ai vraiment un très bon souvenir de ce livre. Alors ça n'avait pas été un coup de cœur. Bah, d'ailleurs en fait ce mois-ci je crois que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur. J'ai eu des très bonnes lectures. J'ai pas vraiment eu de flop ce mois-ci. Tout était très bon. Mais j'ai pas eu de coup de cœur. Voilà. Je pense que vraiment le seul qui m'a vraiment bluffé et qui peut s'apparenter à un coup de cœur, c'est celui-ci. Voilà. Alors ensuite j'avais fait tout au long du mois j'ai fait la LC Dunker pour Noël. Donc ça je vous en ai reparlé, je ne vais pas revenir dessus. Vous savez, je pense que vous avez vu au fil du mois qu'il y a des moments où ça m'a fortement agacée. Mais voilà, c'est un roman young adulte. Ensuite j'ai lu le premier tome de la saga Twisted. Donc Twisted Love sur lequel j'avais beaucoup d'a priori, vous vous rappelez. Et que finalement j'avais beaucoup aimé parce que je me rends compte que mes goûts sont en train de changer encore en romance. Voilà, et là je suis en train de lire, donc je l'ai attaqué, j'espérais le finir le 31, donc le finir hier mais j'ai pas réussi. Il me reste encore 200 pages, je le finirai aujourd'hui je pense. J'ai attaqué Twisted Game, donc qui est le tome concernant Bridget et son bodyguard Rhys. Et là, vraiment, je me régale. Je le préfère à celui-là, en toute honnêteté. La relation est un petit peu toxique, mais quand même c'est beaucoup moins toxique que celui-ci. Mais voilà, je pense que là, j'ai attaqué 2 séries en romance, enfin en new romance. Donc celle de Morgane Moncomble et celle d'Anna Huang, qui vont paraître là jusqu'à l'été. Et vraiment, je suis trop contente parce que je les adore. Donc voilà, en même temps, je vous ai parlé de ma lecture en cours. Et ensuite, j'avais lu The Bucket List, Earth Player. C'est le tome 1 de la liste des merveilles aux éditions Plume Web. Et ça, celui-là, je l'ai littéralement adoré. Oui, je pense que celui-là, c'était quand même un coup de cœur puisque je l'ai même mis dans mes tops de l'année. Alors, ensuite, j'ai lu 2-3 thrillers. Tac.
Donc j'ai lu 3 thrillers. Alors j'ai continué ma découverte de Johanna Gustafsson, Bloc 46, que j'avais absolument adoré. J'ai lu Un jour tu paieras de Petroni Rostania aux éditions HarperCollins. Pareil, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment mes 2 belles découvertes de l'année au niveau des auteurs de polar thriller, c'est Johanna Gustafsson et Petroni Rostania. Vraiment, je suis fan, j'en ai encore dans ma palle. Et d'ailleurs, vous verrez après, j'en ai un que je dois lire là prochainement. Ensuite, j'ai eu la chance de lire Sans retour de Tom Clearlake, que j'avais également beaucoup aimé. On est sur un huis clos, on est sur un gros pavé, mais qui vous laisse très peu de répit. Vraiment, voilà, à découvrir. Donc, c'est en auto-édition, vous le trouvez bien évidemment sur Amazon. Mais vraiment, voilà, il y a des auteurs, je ne comprends toujours pas qu'ils ne soient pas... Enfin, voilà, après, c'est des choix sûrement, mais ils méritent. Vraiment, voilà, ça mérite d'être lu. Ensuite, j'ai lu 2 Cozy Mystery. Alors, j'ai lu Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict aux éditions Charleston, dont je vous ai fait le récap, il me semble, dans mon précédent vlog. Donc, comme je vous avais dit, j'ai passé un bon moment. C'est une bonne lecture qui m'a beaucoup rappelé Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, en plus moderne. Et c'est ça que j'ai aimé, parce que j'ai déjà lu des livres qui rappelaient des livres d'Agatha Christie, mais en restant sur la même trame, c'est-à-dire la même époque, tout ça. Alors que là, non, on est de nos jours. Et elle a réussi à faire quelque chose de très très bien. Mais clairement, j'avais préféré son premier quand même. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu Meurtre et biscuits au sucre, mais en fait non, j'ai lu la deuxième qui est Meurtre et cobbler aux pêches, puisque j'avais déjà lu la première nouvelle et que j'ai lu la deuxième nouvelle sur le mois de décembre, donc ça vous savez, c'est une valeur sûre pour moi. Voilà, d'ailleurs j'ai vraiment à cœur de me mettre à jour prochainement, donc je pense que je vais essayer de caser rapidement la suite et ainsi de suite pour me mettre à jour. Ensuite, j'ai lu 2 romans fantastiques. Alors, j'avais lu Villain des citrouilles de Shi Enzo, qui est la suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack aux éditions Hachette Heroes. Et regardez-moi, là vraiment, on est sur des couvertures. Waouh, ce mois-ci, j'ai encore beaucoup de mal à choisir une couverture coup de cœur parce que il y en a au moins 4 ou 5 qui me viennent. Voilà, c'est trop trop bon. Et j'ai commencé la saga absolue, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, que j'ai beaucoup aimé aux éditions Big Bang. Donc je vous en ai parlé la semaine dernière aussi, je crois. J'ai le tome 2 dans ma palle. Je n'aurai pas le temps de le lire en janvier, clairement. Et je crois d'ailleurs que le tome 3 sort au mois de janvier. Donc je le prendrai, mais voilà. Je pense que je calerai le tome 2 au mois de février. Parce que ça va être compliqué de le caler avant. Mais j'adore. Vraiment, si vous aimez les dystopies, allez-y, foncez. L'univers est juste dingue. C'est hyper bien construit. Alors je ne l'ai pas mis dans mes tops de l'année parce que j'ai envie d'avancer la saga. Et c'est vrai que les livres que j'ai lus en décembre, bon, c'est un peu compliqué. Je vous avoue que voilà, ils mériteraient d'être dans mes tops de l'année. Enfin, vous verrez quand je vous en parlerai dans ma vidéo bilan, mais voilà, c'est vraiment top. Puis pareil, hein, moi j'ai pris pour le tome 2 pareil, et le tome 3, je prendrai aussi cette jolie version. Et voilà, on a fait le tour, donc j'ai lu quand même 15 livres en décembre, donc je suis assez contente. J'espère en lire un peu plus parce que j'avais des vacances, mais au final, bah, ça s'est goupillé différemment, mais c'est pas très grave. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma palle de janvier. Je pense que je me suis clairement emportée. Alors, en janvier, à partir du mois de janvier, je vais participer au challenge organisé par Mon Jardin Littéraire et Liseuse Hyper Fertile qui s'appelle Ma palle en 36 leçons. Donc, tous les mois, j'ai pris la version complète du challenge, puisqu'on pouvait faire le challenge en ne prenant qu'un seul livre par mois. Moi, j'ai pris les 3. Donc, il y a un livre que l'on doit faire choisir au hasard. Enfin, moi, c'est ce que j'ai choisi, que l'on doit faire choisir au hasard à quelqu'un de son entourage ou une copine Booksta. Un livre avec un thème précis. Donc, ce mois-ci, il se trouve que le livre avec le thème précis, c'est une couverture bleue. Et moi, bien évidemment, j'ai choisi de lire L'île de Vieux de Johanna Gustafsson, que je dois lire en LC avec le Read Together organisé par les lectures de Manon et Cocon Littéraire. Donc voilà, j'ai trop hâte, vous savez, je vous en ai parlé là de Johanna Gustafsson. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça démarre normalement aujourd'hui, donc moi je pense que je l'attaquerai demain. Mais j'ai vraiment trop hâte de le lire. Donc c'est aux éditions Kalman Levy, donc c'est son tout dernier roman qui est sorti, enfin tout dernier non, puisqu'il est sorti à un an je crois. Mais voilà, bon, j'aurais pu attendre qu'il sorte en poche, mais j'avais très envie de participer à cette lecture commune, donc je l'ai pris.
Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi, enfin pour le challenge, j'ai également choisi de lire L'amour de ma vie de Rosie Walsh dans le cadre du Grand Prix des lecteurs 2024 aux éditions Pocket. Donc il est temps, j'avais dit que je commençais en janvier, donc en janvier je vais lire celui-ci. Et ensuite j'ai demandé à Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire de choisir dans ma palle un livre et elle a choisi Too Late de Colleen Hoover que on va lire ensemble. Voilà, ensuite je m'étais également encore engagée dans une LC organisée par Madame Chachali, donc par Angie du compte Madame Chachali, que vous connaissez sûrement. Donc on va lire, elle a proposé de lire toute l'année la saga des McCoy. Donc il se trouve que pour moi ça sera une relecture, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop parce que je sais que je l'ai lu quand même, je l'ai lu il y a 1 an et demi, donc ça va vite me revenir. Mais comme j'ai très envie de clôturer cette saga cette année, donc je me suis lancée, comme ça je lis tous les tomes dans sa LC. Ensuite, je dois lire en lecture commune avec Sibylle du compte Sunset Avenue The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette, qui nous a largement été conseillé par Manon du compte Les Lectures de Manon. Elle nous a presque obligé à l'acheter, je crois d'ailleurs. Non, je rigole. Mais elle nous a beaucoup tenté, donc voilà. Du coup, on doit le lire sur le mois de janvier, je ne sais pas exactement quand, mais voilà, c'est prévu. Et je dois également lire celui-ci que je ne vous avais pas encore montré. C'est Le mystère de la bibliothèque de Blackwood Abbey d'Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny qui paraîtra le 14 février. Alors je ne sais pas si je le lirai vraiment sur janvier, j'avais pas vu que c'était le 14 février, mais j'avais envie de vous le montrer parce que vraiment, il est trop beau. Esther Fox, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était La berceuse des sorcières que j'avais beaucoup aimé l'année dernière, qui est d'ailleurs mon post le plus aimé. Enfin, mon retour lecture le plus liké sur mon compte Instagram cette année. Donc voilà, je vais vous lire la 4e de couverture de celui-là. D'un trait de plume, Ivy Ratcliffe, 23 ans, devient Lady Aidsworth, propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire. Ivy n'a jamais entendu parler de Blackwood Abbey, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle demeure. Mais l'atmosphère du manoir est pesante, les serviteurs réservés et méfiants, cependant un trésor l'attend derrière les portes closes. Une magnifique bibliothèque. Malgré les avertissements énigmatiques du personnel, Ivy se sent irrésistiblement attirée par ses étagères poussiéreuses, où ses œuvres familières se mêlent à des textes étranges et ésotériques. Elle sent aussi quelque chose d'autre dans la bibliothèque, une présence qui semble avoir sa propre volonté. Des rumeurs tourbillonnent dans le village sur les anciens propriétaires, sur les fantômes et les malédictions, sur le manuscrit énigmatique, et à mesure que les événements deviennent de plus en plus sinistres, il appartiendra à Ivy de découvrir les mystères de la bibliothèque afin de récupérer sa propre histoire avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Voilà, donc ça me tente beaucoup, ça me fait vraiment penser à un roman un petit peu gothique et vous savez que j'adore ça. Bon, je me rends compte que j'avais beaucoup parlé. Je vous reprendrai demain pour vous parler. J'aurai certainement, j'espère, terminé Twisted Game. Et voilà. Bah, écoutez, je vous reprends demain. Et je vous souhaite une agréable journée et encore une belle et heureuse année. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 2 janvier, donc pour moi c'était la reprise ce matin. Donc du coup je reprends aussi mes petites habitudes de filmer entre midi et 2 pendant ma pause déjeuner. Alors je vous reprends aujourd'hui. J'ai une petite assistante là, mais vous la voyez pas. Lola? Coucou? Oui? Voilà. La deuxième, non, elle tombe. Alors, je vous reprends parce qu'hier, j'ai pu terminer Twisted Game de Hannah Huang, qui est donc le 2e tome de la série Twisted chez Hugo New Romance. Alors, je vous avais parlé du 1er tome, il me semble, dans le vlog précédent, puisque je l'ai lu juste avant mes vacances. Donc, dans le 1er tome, on était sur vraiment des relations très toxiques. On était sur un personnage très cliché, très caricatural. Mais je pense que c'est un petit peu la veine de la série. Puisque là, on va être aussi sur un personnage très cliché, très caricatural, très dominant. Voilà, donc ça, c'est vraiment la veine, je pense, de la série. Alors, j'ai beaucoup aimé ce tome. Je l'ai préféré au tome précédent.
Alors, je vous parle un petit peu de ce tome. Donc, on va suivre Bridget. Bridget, elle est princesse d'Eldora. Donc, c'est une petite principauté. Je vous avoue, j'ai même pas regardé si ça existe, mais je pense pas. Je pense que c'est fictif. Donc, elle est princesse d'Eldora et elle a décidé de quitter Eldora, en fait, il y a quelques années pour aller faire ses études aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'elle fait partie du groupe où il y a Ava, qu'on a rencontré dans le tome précédent. Et il y a aussi Jules et je sais plus comment elle s'appelle, la quatrième. Bon, c'est pas très grave. Donc, mais elle a un garde du corps qui la suit à la trace. Je trouve que son garde du corps attitré l'a quitté parce qu'il a désormais une femme, des enfants, donc elle a été obligée de changer de garde du corps. Et son nouveau garde du corps, c'est Rhys. Rhys, c'est un ancien militaire de la Navy, je crois. Rhys, voilà, Rhys et Rhys, en fait, il est très cliché quand même, hein. Voilà, c'est quelqu'un de très froid, qui dégage, qui a beaucoup de charisme, mais ça en devient très caricatural. Alors c'est beaucoup moins, par exemple, c'est beaucoup moins exacerbé qu'avec Alex du tome 1, où c'était par moments limite pas crédible, alors que là, bon, ça peut rester, on va dire, voilà. Donc, c'est son nouveau garde du corps, mais ils ne s'entendent pas, ils se parlent très peu, il est très exigeant avec elle au niveau de la sécurité. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs, tout un jeu qu'on sent, et on sent cette tension, on sent cette attirance qu'il y a entre les deux, dès les premiers chapitres en fait, hein, on sait, voilà. Alors là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est sur une princesse, donc voilà, pour la princesse et son bodyguard, on est sur une relation interdite, parce que forcément, une princesse, surtout que malheureusement, son frère va abdiquer et elle va se retrouver à devoir en fait retourner à Eldora parce qu'elle va devenir reine un jour ou l'autre, le jour où il n'y a plus son grand-père, donc on ne sait pas si c'est dans un futur proche ou lointain, mais voilà, il est sûr qu'elle prendra le trône puisque son frère a abdiqué alors qu'elle était... que ce n'était pas elle en fait qui devait accéder au trône. Donc on sent c'est une relation interdite et moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est ça et les secondes chances, c'est un trope que j'aime énormément. Voilà, alors là on est quand même sur un slow burn puisque il va se mettre du temps, il y a une il y a un gros jeu de séduction, il y a beaucoup de choses qui se passent avant qu'il se passe quelque chose, mais ça m'a pas dérangé parce que c'est très sexy, c'est très... on sent vraiment... tout le désir, on le ressent page après page en fait. Alors j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, le fait que ça se passe avec une princesse parce que ça implique que on va connaître un petit peu toutes les contraintes et tout ce qui tourne autour en fait de la royauté. Donc ça c'était vraiment très sympa. Le personnage de Rhys, ouais, c'est un peu une caricature ambulante quand même, hein, on va pas se mentir, mais franchement ça fait le job. J'ai vraiment passé un excellent moment, je me suis régalée. Alors au début j'ai un peu de mal, j'ai trouvé que c'était un petit peu... pour moi c'était un petit peu long quand même au début. Bon, pourquoi, je sais pas, alors peut-être que je l'ai pas lu aussi. C'est vrai que je crois que je l'ai commencé, alors si je dis pas de bêtises, je l'ai commencé je l'ai commencé après Un automne pour te pardonner. Donc c'est vrai que quand j'ai refermé Un automne pour te pardonner, j'étais tellement waouh, vraiment ce livre m'a bluffé, c'est ma dernière lecture de l'année, c'était un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur sidéral, je vous le remontre, il est juste à côté de moi. Mais là vraiment on était sur un coup de cœur. D'ailleurs il y a demain, il y a le tome 2 qui sort, qui est Un hiver pour te résister, je crois, mais c'est clair, j'achète direct. Donc peut-être aussi d'un coup on n'était plus sur le même rythme, on n'était plus dans la même ambiance, parce que là on n'est pas du tout dans une ambiance sombre, on est dans quelque chose d'assez lumineux, même si voilà c'est un personnage qui prend quand même beaucoup de place. Rhys, ça va, c'était beaucoup moins, je trouve que voilà, c'était beaucoup moins malsain que ce que j'ai pu voir dans le tome 1 qui était Twisted Love. Mais voilà, ça reste pas non plus, je vous préviens, il y a des scènes très explicites, il y a de la domination, surtout dans le sexe. Et voilà, les relations, elles sont pas très saines non plus. Moi, ça m'a fait penser... ça m'a un peu fait penser à 50 nuances degrés quand même, au niveau de la relation physique, on va dire. On n'est pas autant que 50 nuances degrés, mais on est dans la même veine, quoi. Mais bon, ça fait tout à fait le job et je poursuivrai cette série parce que voilà, j'aime beaucoup. Et je sens en fait que mes goûts, c'est ce que je crois que je vous l'ai déjà dit hier,
J'ai l'impression que mes goûts changent un petit peu parce qu'à un moment donné, j'étais un peu blasée de ce genre de lecture que je trouvais justement trop explicite, trop pleine de scènes spicy et que j'en avais un petit peu marre. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai lu pas mal de romans, c'est que j'apprécie voilà, j'apprécie de plus en plus. Ensuite, j'ai commencé L'île de Yule. Voilà, donc vous savez mon amour pour Joanna Gustafsson, hein, c'est une très belle découverte de l'année, donc c'est aux éditions Calman Levy, donc ce livre-là il est sorti l'année dernière, je crois, il a dû sortir en janvier ou février de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, mais à l'époque je n'avais pas encore découvert l'auteur. Donc là j'aurais pu attendre parce qu'il sort en poche à la fin du mois, donc pour ceux que ça m'intéresse, il sort le 31 janvier en poche, mais je voulais absolument participer à la lecture commune organisée par le Read Together de Manon et Lauriane. Donc Manon du compte Les Lectures de Manon et Cocon Littéraire. Donc voilà, je l'ai démarré hier soir et je vais vous lire la 4e de couverture. Le cœur battant, Emma Linda cogne à la porte du manoir dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gusman, 4e plus grande fortune de Suède. L'île et son manoir ont une réputation sulfureuse que, 9 ans plus tôt, une adolescente a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions affreuses. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre des mois, seule dans ces immenses pièces où elle ne croise jamais personne, car les Gusman ont expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts. Bien qu'elle ne soit pas impressionnable, l'ambiance ici lui glace le sang. C'est alors qu'une nouvelle jeune fille est découverte, morte dans la mer gelée, et tout laisse à penser qu'elle a été victime du même tueur. Voilà, donc le décor est planté, hein, puisque le premier chapitre, je vous spoilerai, puisque c'est vraiment le premier chapitre, on est sur la découverte du corps. Sauf qu'on ne sait pas pour l'instant qui est cette jeune fille et qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Donc c'est pas dit dans le résumé, donc je vous le dis pas, mais voilà, donc on va découvrir. Après on rencontre Emma, donc qui va se présenter dans les portes de cette maison où je vous assure, j'aimerais pas y mettre un pied parce que ça a l'air... voilà, ça me glace rien que de le lire. Mais voilà, je suis ravie, j'ai déjà lu à peu près un tiers du livre. Puisque je crois qu'il fait 300... Ouais, j'arrive plus à voir. 332 pages, j'ai lu 130 pages, donc il me reste... voilà, je suis à un tiers à peu près de ma lecture. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je l'ai lu hier soir après manger, j'ai lu tout ça. J'arrivais pas à m'arrêter si j'avais pas dû aller me coucher parce que je me levais ce matin. Je pense que j'aurais pu me faire une soirée non-stop avec Joanna Gustafsson, comme ça à chaque fois le cas. D'ailleurs, la dernière fois, je disais, il faut que je les entame à un moment où je sais que j'ai du temps pour lire. Mais là, j'ai pas résisté. Je voulais vraiment le commencer hier soir et voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a, j'ai l'impression que ça va vraiment tourner autour de la mythologie nordique. Et ça, c'est, moi, ça m'intéresse. J'aime beaucoup la mythologie nordique. J'avais lu un roman déjà sur la mythologie nordique avec... voilà, avec des explications. Et ça, j'aime beaucoup. Et je pense que d'ailleurs, ça a un lien avec ça. Mais je vous en reparle bien évidemment très vite, puisque j'espère pouvoir l'avancer ce soir et le finir au pire demain soir. Mais bon, là, ça y est, hein, ça a repris, je me couche tôt, voilà, j'ai moins de temps pour lire, à part le week-end, comme avant, quoi. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le jeudi 4 janvier. Donc je suis un petit peu à la bourre cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Je vous reprends parce qu'hier soir, j'ai terminé L'île de Yule de Joanna Gustafsson. Donc je vous avais lu, il me semble... dans la séquence précédente, je vous ai lu la 4e de couverture, donc j'ai terminé hier soir, mais voilà, encore une fois, je suis complètement bluffée. C'est vraiment, vraiment ma belle découverte de l'année 2023 et ça se poursuit en 2024 avec Joanna Gustafsson. Il m'en reste 2 dans ma pile à lire et j'ai clairement hâte et en même temps pas hâte parce qu'après j'en aurai plus. Mais voilà, c'est une auteure que j'adore, 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 je confirme, elle est bluffante, elle a un talent de malade. Donc, au-delà d'une plume qui est fluide, qui est addictive, des chapitres courts qui s'enchaînent rapidement, elle arrive à mélanger les temporalités, à y mêler des faits historiques ou des choses un petit peu particulières, comme ici, on va parler de mythologie nordique. Et ça, franchement, j'ai adoré. Je vous le dis honnêtement, c'est vraiment un gros plus de ce roman, c'est la mythologie nordique. C'est pas du tout trop. J'avais peur que vraiment on tombe dans le truc des vikings et tout ça. Et ça, voilà, clairement, je sais que ça l'aurait pas forcément fait pour moi. Mais là, pas du tout. C'est très subtil
et c'est très très bien amené. Vraiment, elle a un talent de fou. Voilà. Après, je veux pas trop vous parler de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman choral qu'on va rencontrer. On va alterner en fait dans les chapitres entre 3 personnages. Il y a un jeu de temporalité, mais ça, je vous laisse découvrir. Si vous avez l'habitude de jouer à Gustafsson, de toute façon, vous savez qu'elle joue avec les temporalités et que c'est souvent un roman. On a souvent affaire à un roman choral. Et là, vraiment, l'ambiance, elle est dingue. Alors, au-delà du fait que ça se passe effectivement en Suède, qu'on a ce côté très froid et qu'on le ressent dès les premières pages avec la neige, la glace, enfin bon, tout ça. Mais il y a aussi l'ambiance. L'ambiance, elle est pesante, elle est oppressante. Je vous jure, moi, dans ce manoir, dans le manoir des Gusman, mais même pas un petit orteil j'y mets. Mais c'est clair, net et précis. C'est hyper angoissant. Tout est oppressant, tout est angoissant. Et le twist de la fin, mais je ne l'ai pas vu venir. Voilà, je suis en toute honnêteté parce qu'après vous allez me dire que je suis peut-être pas... comment on dit, je perds mes mots, c'est pas grave. Mais voilà, parce que j'aime l'auteur. Mais non, mais j'aime l'auteur, mais parce que vraiment, c'est dingue à chaque fois. Alors, je sais pas si j'ai préféré La Folie ou celui-là. Dans l'ordre, on va dire, pour moi, ils sont un petit peu ex-aequo. Bloc 46 vient après. Mais voilà, vraiment, celui-là, dès les premières pages, on est complètement emporté. Ça défile à une vitesse folle parce que les chapitres sont très courts. Ils font 4-5 pages en moyenne. Bon, pour vous dire, hein, il y a 330 pages, je crois. 328 pages. Et il y a 62 chapitres. Donc, ça vous donne un petit peu une ordre d'idée de la... Oups, pardon. De la longueur des chapitres. Il y a le soleil aussi, je suis désolée, j'ai pas fermé le volet, c'est pas très agréable au niveau de la luminosité. Mais vraiment, si vous connaissez pas encore l'auteur, je vous la conseille. Attendez, je reviens, je vais fermer le volet. Oui, on est bon. Alors, clairement, si vous l'avez jamais lu, je vous la conseille. Je vous dirais de commencer dans l'ordre. Je crois, si je dis pas de bêtises, je pense que dans l'ordre, il y a la trilogie bloc 46. Ouais, c'est ça. Il y a la trilogie bloc 46 et après La Folie, je crois. Il me semble que c'est ça. Mais le titre de départ, je crois que c'était De tenir la main pendant que tout brûle. Il me semble que c'était... Il me semble qu'ils ont changé le titre quand ils l'ont passé en... Quand ils l'ont réédité en version poche, puisque c'est ça. Donc, en fait, si vous voulez commencer... aujourd'hui, je vais y arriver. Si vous voulez commencer, en fait, par découvrir Johanna Gustafsson, vous commencez par sa trilogie Bloc 46, qui était donc son premier roman. Donc, il y a Bloc 46, Mort et Sang. Donc, c'est ses premiers romans, mais je peux vous assurer que déjà, Bloc 46 est vraiment bien construit. Moi, ce qui me plaît vraiment dans l'auteur, c'est toute la construction, c'est cette dynamique qu'elle met en fait dans... Elle met une dynamique de fou, on ne peut pas s'arrêter. Et là, je regrette encore une fois, mais bon, voilà, j'avais envie de le commencer, j'ai été victime un petit peu de mon impatience. Mais ça, c'est un livre que, voilà, j'aurais tellement aimé lire d'un trait un dimanche ou un samedi où j'ai pas grand-chose à faire. Parce que ça se lit très vite, ça se lit bien, c'est rythmé, on enchaîne les chapitres et on n'a pas envie de s'arrêter. Or là, je l'ai lu en semaine, où le soir je dois aller me coucher, ou en plus là, le début de semaine, j'avais pas beaucoup de temps pour lire, donc voilà. Et ça n'empêche que c'est une très bonne lecture. L'année commence très fort, vraiment, je suis ravie de l'avoir lu. Et de l'avoir lu à l'occasion du Read Together organisé par Manon et Lauriane. Parce que c'est vrai que d'échanger au fil des chapitres avec d'autres personnes qui sont en train de le lire, même si effectivement moi j'ai commencé le premier jour et que je l'ai terminé dans les premières. Mais voilà, ça n'empêche que ce côté d'échange et de dire « Oh mon Dieu, j'ai vu ce qui s'est passé encore, mais c'est pas possible !» Et ben ça, c'était vraiment génial. Et si le mois prochain, elle propose un livre qui m'intéresse, bien évidemment, je referai cette lecture commune. Sinon, hier soir, j'ai eu le temps de commencer, mais vraiment, j'ai lu 70 pages de L'amour de ma vie de Rosie Walsh, donc qui est en lice du Grand Prix des lecteurs 2024. Donc, je l'ai reçu dans le cadre du Grand Prix des lecteurs 2024. Donc, je vous avais dit que je commencerai mes lectures à partir de janvier. Et j'ai choisi celui-là pour janvier.
Sachant que je l'ai mis dans mon challenge. Je vous ai dit que je faisais le challenge organisé par Lisa Hyperfertile et mon jardin littéraire. Et il fallait sélectionner 3 livres. Donc moi j'ai pris un livre au hasard dans ma palle, c'est celui-là. Et il fallait un livre avec une couverture bleue, c'est celui-là. Donc j'avance très bien dans mon challenge, ça devrait le faire ce mois-ci. Et voilà, donc je l'ai commencé hier soir. Je vais vous lire la 4e de couverture, pardon. Je vais vous lire la 4e de couverture. Pour un journaliste spécialisé dans les nécrologies, rien n'est plus simple que de rédiger celle de sa femme. D'autant qu'Emma n'est pas morte. Le cancer dont elle vient de réchapper, Léo en connaît chaque détail. La biologie marine, qui lui vaut sa célébrité de scientifique médiatique, idem. Alors qu'il creuse plus avant dans le passé d'Emma, certaines incohérences se font jour, des petits mensonges et des gros trous noirs. Qui est donc cette femme qui partage sa vie? Que fait-elle quand elle s'absente dans le nord du pays? Et jusqu'où peut-on mentir à l'amour de sa vie? Donc j'ai lu 66 pages exactement. Alors je vous avoue que pour l'instant je suis pas plus emballée que ça. Alors que c'était celui que j'attendais le plus dans ce grand prix des lecteurs, parce que j'ai déjà lu le premier roman de Rosie Walsh qui était... À chaque fois j'oublie. Alors bon, je vous me dirai, j'ai lu il y a un petit moment aussi. Tac tac, je vais y arriver. Les jours de ton absence, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu il y a quelques années déjà, puisqu'il est sorti je crois en 2018. Donc ça fait vraiment un moment, je crois que je l'ai lu. J'avais beaucoup aimé, donc j'avais beaucoup d'attentes forcément. J'avais d'ailleurs failli le prendre en brochet. Et puis là, je l'ai reçu dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket, mais dans tous les cas, c'est un livre que j'aurais acheté dans sa version poche, parce que voilà, l'auteur m'interpelle. Mais pour l'instant, je trouve ça très lent. Alors vous me direz, j'ai lu que 70 pages, donc c'est un petit peu la mise en place, la présentation, mais voilà. Donc je vous en reparlerai dans mon prochain vlog, puisque je vais bien évidemment clôturer celui-ci. Juste avant, je vous montre quand même. J'ai pris le tome suivant de la série de Morgane Moncomble, donc c'est Un hiver pour te résister. Donc avec cette série, elle va faire les 4 saisons. Donc j'ai lu Un automne pour te pardonner la semaine dernière. Bon, vraiment, je l'ai lu en début d'hiver, mais c'est pas grave. Et j'ai l'intention de lire celui-là. Alors si tout se passe bien, normalement, je devrais le lire ce week-end et vous en parler la semaine prochaine. Si entre-temps, j'ai pas d'autres impératifs de lecture. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé des idées lecture. Et puis, normalement, j'espère que demain, arriver à vous filmer mon bilan de l'année 2023. Il serait temps. Et voilà, sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une belle semaine. Et encore une fois, n'hésitez pas. Je sais que je suis très en retard pour répondre aux commentaires, pour tout gérer. En ce moment, je suis complètement dépassée. Que ce soit sur YouTube ou sur Insta, je suis... ces vacances, elles m'ont complètement dépassée. J'ai 1 million de choses à rattraper que j'ai pas faites. Et voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais je suis toujours ravie de voir que mes vidéos vous plaisent et d'échanger avec vous avec grand plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine.